Bonjour à tous. L'Afrique a-t-elle une voix dans l'occurrence de la guerre en Ukraine? Si oui, quelle est-elle? Pour ou contre et pour quels intérêts? Depuis le déclenchement de ce conflit, les Africains sont globalement attentistes et avancent leurs pions relativement masqués pour ménager les susceptibilités du monde occidental, vent debout contre la Russie de Poutine, dont l'intérêt pour l'Afrique est désormais très marqué. Que faire? Que peut donc faire l'Afrique? Et quels sont ses intérêts dans ce conflit? Nous allons tenter de répondre à ces interrogations dans cette édition de l'invité de la rédaction. Nous allons retrouver dans un très court instant notre invité en direct de Genève en Suisse, de la ville de Neuchâtel. Il s'agit du docteur Pape Demba Thiam, internationaliste, que nous allons retrouver juste après cette transition. Pape Demba Thiam, bonjour. Bonjour, M. Somba. Vous nous recevez très bien, vous nous recevez, vous entendez? Je vous entends bien. Quel temps et quelle heure fait-il à Neuchâtel en Suisse? Il est 17 h actuellement. Il fait un peu plus beau qu'il y a 2 ou 3 jours. Très mais bien. Il fait froid quand même. Très bien. Merci en tout cas de nous retrouver sur Dash News pour cet entretien que vous nous accordez de manière exclusive. Vous êtes économiste international, expert en développement industriel, spécialiste en économie d'intégration régionale et puis entrepreneur conseil financier, ancien fonctionnaire international. Est-ce que ce n'est pas un peu trop toutes ces casquettes pour une seule personne? Après 40 ans de vie active, c'est en fait le chemin normal qui nous permet aujourd'hui de faire en sorte que cet entretien puisse sortir des solutions crédibles. Très bien. Alors, voici près de 2 mois maintenant que la Russie de Poutine a entamé ce qui est perçu par plusieurs comme une invasion de l'Ukraine par une violente action militaire dont le bilan humain et matériel est déjà très, très lourd. J'ai envie de vous demander, pour première question, une question d'entame dans cette émission, quelle est votre lecture d'entre les postures qui sont défendues ici et là, agression ou légitime action militaire de la Russie qui dit contester les velléités de l'Ukraine à rentrer à l'OTAN et éventuellement aussi à l'Union européenne, et donc il légitimerait cette action militaire. Quelle est votre lecture de ces différentes postures? Vous disiez tout à l'heure qu'à l'énoncé de ce que je fais, si ce n'était pas trop pour une seule personne, mais vous venez de sortir une question qui est trop surdimensionnée pour moi. Parce que je ne suis ni analyste politique ni analyste militaire. Ce qui peut importer pour moi, c'est de voir quelles peuvent être les conséquences sur l'économie mondiale et en particulier quelles peuvent être les conséquences sur les pays africains qui vont subir forcément de plein fouet les conséquences de cette crise, quelle que soit la raison pour laquelle cette crise est déclenchée. Parce qu'une guerre ou une crise militaire est toujours un échec. Donc, il serait intéressant de voir comment on aurait pu éviter cet échec-là et comment on peut en limiter les conséquences sur nos économies. Alors, du coup, vous faites bien de le dire, la guerre est donc désormais là. On ne peut plus faire marche arrière, en tout cas par rapport au point de départ. Plus d'1 mois maintenant qu'elle accourt, avec des conséquences qui se font déjà sentir. Comment vous les percevez, ces conséquences-là? Déjà sur le plan global et progressivement pour le continent africain, la plupart de nos pays qui sont en relation d'affaires avec la Russie et l'Ukraine aussi, d'où nous importons entre autres le blé et d'autres produits que nous consommons ici localement. Quel est, de votre point de vue, à quel niveau se situent aujourd'hui les conséquences globales de ce conflit sur le plan économique? Bon, la première conséquence globale, c'est ce que j'appelle l'échec du globalisme. Parce que nous avons confié toutes nos économies et toutes nos stratégies, tous nos plans à des bureaucrates qui sont robotisés, des bureaucraties qui sont robotisées, où la réflexion stratégique et conceptuelle est absente. Nous l'avons vécu déjà avec la crise du Covid, où on n'a fait que cocher des cases qu'on savait reconnaître. Malheureusement, le virus nous en a caché beaucoup. Et nous sommes allés de tâtonnement en improvisation pour prendre des mesures qui ont détruit l'économie mondiale et détruit l'économie de beaucoup de pays. La crise ukrainienne actuellement nous pose exactement les mêmes défis.
tous les jours, des décisions sont prises, comme dans le cas du Mali avec la CEDEAO. On a pris par exemple des sanctions, mais ceux qui ont pris des sanctions sont des bureaucrates qui ont poussé des feuilles de notes à des politiciens qui ont mis en œuvre ces décisions. Et on se rend compte aujourd'hui que lorsque vous voulez vraiment détruire votre propre économie, faites l'embargo sur l'économie du pays qui est votre client, parce que vous décousez toutes les chaînes de valeur. Et assurément, la plupart des décisions qui ont été prises n'ont pas été réfléchies, mais en dernière instance, il faut se poser même la question, est-ce que les moyens conceptuels pour réfléchir aux conséquences de décisions que les politiciens prennent sous la dictée de bureaucrates, est-ce que ces bureaucrates-là ont les moyens conceptuels et stratégiques d'analyser une situation pour inspirer des décisions dont les conséquences peuvent être catastrophiques, comme c'est le cas maintenant? Catastrophique. Ça, c'est vraiment la première lecture que l'on fait. Si on devait réfléchir, on devrait se dire il faut qu'on arrête de confier les décisions que l'on prend et qui peuvent impacter l'économie mondiale à des bureaucrates qui n'ont que des réflexes pavloviens. Alors, les conséquences, les décisions qui ont été prises par les bureaucrates qui ont eu des conséquences, comme vous dites, les conséquences, c'est lesquelles? À quel niveau vous les situez-vous à ce moment? Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de découdre toutes les chaînes de valeur, achever la destruction des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement, des chaînes logistiques qui en réalité sont imbriquées les unes les autres parce qu'on a globalisé les chaînes de valeur. Si aujourd'hui on dit on va essayer de faire un embargo sur le pétrole et le gaz en russe, la première chose, c'est que les gens qui ont décidé cela ne se rendent pas compte que ce n'est pas une question de stock, ce n'est pas une question de flux, mais c'est une question de perception. Dès l'instant que les gens se rendent compte qu'il va y avoir des ruptures d'approvisionnement dans les chaînes logistiques pour le pétrole et le gaz, l'économie spéculative se met en route au niveau des bourses et vous avez vu comment le prix du pétrole et du baril est monté de 70 à 129 $. Mais à ce moment-là, vous avez vu aussi comment ça affecte la pompe pour les automobilistes, mais comment ça affecte aussi les approvisionnements des industries. Aujourd'hui, par exemple, une des conséquences les plus spectaculaires, c'est que la Belgique qui décide de différer de 10 ans sa sortie du nucléaire, simplement parce qu'elle n'avait pas anticipé des problèmes de rupture en matière d'industrie, de fourniture d'énergie fossile. Donc ça, c'est la preuve éclatante qu'en réalité, nous sommes gouvernés par des gens qui naviguent sur un bateau ivre. Est-ce que les Occidentaux avaient autre chose à faire que de prononcer cet ensemble de sanctions économiques? Ils nous ont semblé avoir été pris de court dans le déclenchement de cette guerre. Et à défaut de répondre militairement à Poutine, ils ont enclenché d'autres leviers, les leviers des sanctions économiques qui étaient censés affaiblir l'effort de guerre russe. Donc pour vous, c'était clairement une mauvaise décision. Non, de toute façon, on va au marché avec ce qu'on a dans son portefeuille. Ce que moi je suis en train de dire, et c'est pourquoi je milite depuis longtemps pour l'Afrique et même pour les partenaires de l'Afrique, c'est que nous devons construire des économies solidaires dans le cadre d'un co-développement et que le développement ne doit jamais s'arrêter. Mais lorsque vous éliminez, vous supprimez toutes les possibilités de politique de développement et que vous ne basez pas votre économie sur leurs forces, et surtout si vous ne refaites pas l'inventaire des risques auxquels vos économies sont exposées, mais il est évident que la première secousse exogène, votre économie est démantelée. Donc, dans ces conditions-là, à mon avis, si moi j'avais fait partie de ceux qui prenaient des décisions, j'aurais dit, écoutez, avant de dire qu'on va par exemple sortir la Russie du système SWIFT, on va faire d'abord l'état des lieux. Quelle option? La Russie est là de sortir du système SWIFT. J'avais même donné une interview dès le lendemain de l'invasion à un journal sénégalais, L'Observateur, où je disais, attention, si on fait ce genre de choses, il va y avoir immédiatement une réplique alternative où les systèmes de sécurisation, d'échange et de centralisation des commandes vont passer du SWIFT au système chinois et russe consolidé, et ça risque de consolider la division du monde en deux blocs sur le plan des flux économiques internationaux. Donc, la question est, est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Je ne suis pas dans leur tête, mais
une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que la différence qu'il y a entre les économies chinoises, russes, indiennes, singapouriennes, d'un côté, et les économies occidentales, c'est que les économies russes, singapouriennes, indiennes, chinoises et autres, c'est des économies qui sont toujours planifiées, qui sont toujours gérées de manière, avec une vision d'une certaine manière de faire les choses. Tandis que nous avons, du côté occidental et africain, on a tout confié aux bureaucrates. Alors donc, quand vous avez un adversaire qui, lui, pense tout ce qu'il fait de la stratégie, utilise des variables d'action qui sont pensées, vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup comme au judo où vous pensez que l'adversaire a ouvert simplement un angle d'attaque, vous vous rentrez là-dedans et il vous coince. Donc nous sommes en train aujourd'hui de consacrer la division du monde en deux blocs économiques, pas idéologiques. Ce qui est important pour nous, les Africains, c'est que leur confrontation va se passer sur l'Afrique. Parce que ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est en fait le miroir de ce qui est en train de se passer au Mali, en Centrafrique, à Mozambique et au Soudan. Donc, c'est une chose à laquelle les Africains doivent être extrêmement attentifs. Avant de parler précisément de l'Afrique tout à l'heure, j'ai envie de vous demander, ces sanctions économiques étaient supposées affaiblir la Russie dans son effort de guerre, étaient censées affaiblir la Russie, mais on se rend bien compte que non seulement les Russes résistent, mais c'est davantage ceux qui ont pris ces sanctions-là contre la Russie de Poutine, qui semble trinquer le monde occidental, qui a besoin de gaz, qui a besoin de blé, qui a besoin de pétrole, et dont les populations commencent à ressentir le contre-coup de ces sanctions. Finalement, la Russie résiste. Est-ce que vous êtes étonné par la capacité de résistance des Russes par rapport à cette batterie de sanctions? Non, je ne suis absolument pas étonné. J'avais même dit dans une interview que j'ai même postée sur LinkedIn, que j'ai faite au journal L'Observateur, en disant que aussi bien la Russie que le Mali étaient préparés à recevoir des sanctions. Lorsque vous voyez des sanctions comme un risque systémique et structurel dans votre économie, surtout le cas de la Russie, depuis l'invasion de l'Ukraine, de la Crimée en 2014, la Russie avait préparé déjà la riposte. Ils ont mis leurs penseurs conceptuels en première ligne et ils ont imaginé tous les scénarios qui leur permettraient, qui les mettraient dans difficulté et ils ont trouvé des systèmes de, risque de mitigation des risques. Maintenant, aujourd'hui, à l'évidence, vous prenez le cas du rouble. Dès l'instant qu'on avait décrété des sanctions, le rouble s'est effondré. Mais dès que Poutine est sorti pour dire que maintenant vous allez me payer tout ce que vous consommez, vous m'achetez en rouble, mais le rouble s'est immédiatement redressé. Donc, encore une fois, la Russie avait une stratégie de développement économique intégrée. À la différence des pays qui fonctionnent avec des onomatopées, avec des réflexes pavloviens, gérés par des bureaucrates, y compris des bureaucrates des institutions internationales, qui sont les mêmes bureaucrates qu'il y a dans nos administrations. Alors, ils sont pris tous les jours au dépourvu. C'est comme si Poutine jouait au jeu d'échecs. Il sait exactement ce qu'il va faire jusqu'au 12e coup. Et chaque fois qu'il pousse un pion, on se jette dans la gueule du loup. Aujourd'hui, une chose est certaine. Quelle que soit l'issue de ce conflit, avec les affres conjuguées de la mauvaise gestion du Covid, qui a obéi aux mêmes réflexes, les problèmes structurels qui vont être posés sur les chaînes de valeur et les chaînes logistiques en Europe, je n'aimerais pas être à la place de celui qui sera élu en France. Parce que quand il n'y aurait plus d'histoire de Covid à utiliser, quand il n'y aura plus d'histoire de guerre d'Ukraine à opposer, la personne qui sera élue président de la République française va avoir à recoudre toute une économie qui a été détruite et je ne suis pas sûr qu'elle sache par où commencer. Eh bien... Donc, pour votre question, je vous donne encore un exemple. Ils ont poussé McDonald's à fermer, je crois, 861 points de vente en Russie. Mais dès l'instant qu'ils ont fait ça, le lendemain, les mêmes places ont été occupées par des Russes qui fournissaient littéralement les mêmes produits, moins chers, avec des chaînes de valeur internes intégrées, et ils ont poussé le cynisme jusqu'à inverser simplement le sigle de McDonald's, au lieu que ce soit les M là qui sont couchés, ils l'ont mis debout. Alors, la plupart des entrepreneurs qui vont quitter aujourd'hui la Russie vont être remplacés
très facilement par d'autres entrepreneurs. Je n'ai jamais vu ça. Vous faites des efforts pour créer un marché. Vous faites des efforts en matière de développement de produits et de marché. Pour conquérir un marché, vous avez déjà donc réussi le test marché et vous vous retirez et vous laissez la place à des gens qui vont profiter des efforts que vous avez faits pour occuper l'espace. C'est ce genre de situation loufoque à laquelle nous sommes en train d'assister. Très bien. Alors, l'Afrique, parlons-en, elle est au cœur de notre échange. On a observé depuis le déclenchement de ce conflit une attitude des Africains globalement attentiste. On ne soutient pas forcément la Russie, on ne condamne pas non plus. L'Afrique avait-elle autre chose à faire que de garder cette distance avec ce qui se passe sur le territoire ukrainien? Écoutez, je ne sais pas si c'est une position attentiste, je dirais que c'est une position de prudence. J'ai entendu plein de gens parler de non-alignés et tout, c'est déplacé. La question du non-alignement était une question de positionnement sur des fractions idéologiques. Ici, nous ne sommes pas dans des positionnements de fractionnement idéologique, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, il y a une guerre, enfin, je ne sais même pas si on peut l'appeler guerre, c'est comme ils veulent, si on peut utiliser le mot guerre pour se faire comprendre. Mais il y a une crise qui ne concerne pas l'Afrique, qui a été martyrisée, exploitée, assimilée pendant plus de 3 siècles. Et ça continue encore. Donc le problème de l'Afrique n'est pas de choisir son exploiteur, ce n'est pas de choisir son maître. Le problème de l'Afrique, c'est de se dire, nous sommes dans une situation où nous avons besoin de partenariat avec tout le monde, pour regarder quels sont les intérêts des Africains, surtout dans une situation où les populations africaines ont été affamées, humiliées et ont mendié en étant assises sur des tas de richesses. Et aujourd'hui, la conjoncture ne permet plus à un seul dirigeant africain de faire l'erreur d'être perçu comme quelqu'un qui livre son pays et sa jeunesse à des intérêts étrangers. Donc, le réflexe politique des dirigeants africains est peut-être le premier du genre qui soit conséquent par rapport à leurs responsabilités, c'est de dire on ne va pas être entraîné dans des choix idéologiques qui ne sont pas les nôtres. On n'a pas à aller se mettre tel à dos, on ne va pas aller se mettre tel à dos, on regarde nos intérêts. Il est clair qu'un acte d'agression, quelle que soit la justification que l'on peut en donner, est toujours inacceptable du point de vue de la conscience universelle. Des morts sont toujours des morts de trop. Mais l'Afrique n'a pas été impliquée dans la genèse de ce conflit. Et pourquoi elle devrait aujourd'hui décider de s'allier avec tel ou tel pour se fermer les portes? Vous prenez le cas du Sénégal. Le Sénégal a eu à faire un même pays avec le Mali, la Fédération du Mali. Aujourd'hui, le Mali est sous sanction. On ne va pas revenir sur ces questions de sanctions et tout ce que l'on veut. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le Mali est en mal avec l'Occident. Pourquoi voulez-vous que le Sénégal importe cette crise-là chez elle en fâchant les gens qui sont en train d'essayer de soutenir le Mali? Le Sénégal doit exercer sa pleine souveraineté en matière de choix décisionnels sur la base de ses intérêts, mais tout en respectant les principes du droit international. Très bien, mais quel serait donc l'intérêt, vous avez commencé un peu à le dire, mais l'intérêt réel de l'Afrique au cœur de ce conflit? Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt au sens intérêt actif, mais il y a un intérêt au sens défensif. C'est-à-dire faire en sorte que les rémanences, les effets de rémanence de la crise sur le plan économique ne puissent pas affecter les efforts de reconstruction, si tant est que ces efforts sont entrepris, pour rebâtir les économies africaines sur leurs forces. Je dirais aujourd'hui, à quelque chose malheur est bon, les deux crises conjuguées, la crise du Covid et sa gestion surtout, la crise ukrainienne et sa gestion, ont permis à montrer aux Africains le degré de vulnérabilité verticale de leurs économies et leur ont montré exactement où étaient les ruptures de séquence au niveau des chaînes d'intégration économique, de leur tissu économique, et commencer au moins là à dire comment nous allons recoudre nos économies. Parce que ce travail, M. Essomba, a été arrêté depuis 1980 avec le consensus de Washington et l'avènement des programmes d'ajustement structurel et de stabilisation qui ont toujours cours.
Parce que les bureaucrates n'ont qu'un seul dribble. C'est comme moi, joueur de football gaucher. Je n'ai qu'un dribble. Dès qu'on me tacle sur ce pied, je suis perdu. Et aujourd'hui, ces gens font exactement la même chose depuis 40 ans, voire 42 ans maintenant. Et voilà les résultats. Donc, l'Afrique doit au contraire se dire aujourd'hui qu'elle n'a plus le choix que de s'appuyer sur elle-même, sur ses propres expertises, sur sa capacité analytique, sa capacité de programmation, d'initiative et d'action pour déterminer les options qui s'offrent à elle sur le plan sectoriel, sur le plan régional, sur le plan de tous les secteurs dans lesquels elle peut avoir un avantage comparatif qu'elle peut transformer en avantage compétitif, de regarder le coût qui est impliqué par cette action, regarder les bénéfices et s'assurer du modèle de financement qu'elle pourrait utiliser pour développer. Et c'est comme cela qu'elle peut déterminer le type de partenariat stratégique qu'elle peut avoir sur les différentes chaînes de valeur régionales et nationales. Monsieur Et je vous assure que ça, c'est un travail excitant. Et il y a énormément de talents africains qui ne demanderaient que ça. Et c'est un avantage parce que la plupart des pays européens qui parlent aujourd'hui de rapatrier des chaînes de valeur industrielles n'ont pas d'expertise dans ce domaine. Monsieur Tchami nous est revenu que d'aucuns en Occident, où vous vivez, notamment au sein de l'Union européenne, sont allés jusqu'à évoquer la possibilité de sanctions contre les pays africains qui se sont abstenus de condamner la Russie au cours d'un vote d'une résolution aux Nations Unies, parce qu'effectivement l'Afrique n'a pas suivi l'Occident dans la condamnation ferme de son opération militaire en Russie. Vous pensez cela possible de sanctionner ces pays-là? Bon, vous savez, moi j'ai assisté à des simulations quand j'étais aux États-Unis, des simulations de crise pour voir comment les Occidentaux, à commencer par les États-Unis, allaient réagir. J'ai beaucoup appris sur la manière dont les Occidentaux en général géraient leur manière de faire. Mais ça, je n'ai jamais entendu ça jusqu'à maintenant, à part ce que vous venez de me dire. Mais ça, ce serait formidable qu'ils le disent. Parce que ça voudrait dire que nous sommes dans le domaine du chantage politique, dans le domaine des coups d'État supranationaux et institutionnels. Et à ce moment, les Africains devront se rendre compte qu'ils ne sont les otages de personne et que dans tous les cas de figure, la reconstruction du développement économique mondial ne peut se faire sans l'Afrique parce que c'est l'Afrique qui recèle l'ensemble des ressources dont les pays développés ont besoin pour construire leur propre développement. Souvenez-vous, M. Essomba, et beaucoup de gens ont tendance, il y en a beaucoup qui ne le savent même pas ou ont tendance à l'oublier, mais lorsque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire international et l'accord général sur les tarifs et le commerce qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce, lorsque ces institutions ont été créées, dans la charte, c'est explicitement écrit que ces institutions doivent être créées pour que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale puissent s'assurer d'un accès équitable aux ressources dont elles ont besoin pour pouvoir continuer à faire le développement. Mais souvenez-vous aussi qu'en 1944-47, les Africains étaient des pays colonisés. Donc, on n'a pas compté. Quand on a partagé ça, qu'on a créé les institutions, les Africains n'ont pas été consultés. Mais en 1960, la plupart des États africains étaient indépendants. Est-ce que vous pensez qu'une organisation comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international ou l'Organisation mondiale du commerce va être créée pour organiser l'accès des ressources de leurs actionnaires et que ces mêmes organisations vont favoriser le développement industriel des Africains, ce qui mettrait les Africains en concurrence sur leurs propres ressources avec leurs propres actionnaires? Ça n'a pas de sens. Et on n'a jamais vu pourquoi les pays africains ont continué à accepter ce schéma. Moi-même, quand j'étais à la Banque mondiale, c'est l'une des ruptures de paradigme que j'ai essayé d'amener en introduisant le développement industriel au Ghana. Et on en a vu les résultats. Donc, ce que je veux dire, c'est que les Africains doivent regarder maintenant quels sont leurs objectifs en fonction de la réalité du terrain, parce que c'est le terrain qui dicte leur stratégie. Et quelle pourrait être, faisons un peu de la fiction, quelle pourrait être la forme de ces représailles si elles devaient
avoir lieu? Ce serait aussi des sanctions économiques. Est-ce qu'ils peuvent avoir le courage d'aller jusque-là, de pousser le bouchon aussi loin, je veux dire les Occidentaux, relativement à l'Afrique? Mais quels moyens peuvent-ils avoir? Ça me fait rire. Les appuis budgétaires? Mais les appuis budgétaires, ce sont des instruments d'asservissement de l'Afrique. C'est des instruments qui endettent les Africains pour payer les fonctionnaires et payer les militaires. Mais les appuis budgétaires ne font pas les routes, ne font pas les aéroports, ça ne fait pas les champs que nous devons cultiver, ça ne fait pas l'aquaculture. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, les gens, c'est encore Et une l'aide au fois... développement, ce qu'ils appellent l'aide au développement, si venait à suspendre l'aide au développement, est-ce que ça pourrait impacter nos économies? Moi, j'appelle ça de mes voeux, parce qu'on va arrêter l'aide à la fabrique de pauvreté. Parce qu'en nous endettant avec ce qu'on appelle l'aide au développement, on a muselé les Africains pour les faire rentrer dans une logique de chantage économique. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des pays qui s'adonnent à ce genre d'aide, soit c'est des pays où il y a des régimes autocratiques, ou des régimes autocratiques qui ne disent pas leur nom en montant la dictature des institutions. Parce qu'il y a des dictateurs en Afrique qui ont des habits républicains, mais qui truquent les élections, qui truquent les constitutions, qui fabriquent une situation par laquelle ils contrôlent le pays parce qu'ils contrôlent les moyens de la violence. Et donc, mais cette ère est révolue aujourd'hui. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Parce que moi, j'ai entendu même quelqu'un comme le président Alassane Ouattara se révolter littéralement. On aurait cru que c'est moi qui parlais quand il a commencé à dire que nous avons maintenant une nouvelle classe de dirigeants. Nous avons une jeunesse qui ne peut plus accepter que les choses qui se faisaient avant continuent de se faire maintenant. Donc, la plus grosse erreur que les dirigeants politiques occidentaux pourraient commettre sous la dictée de bureaucrates qui ne connaissent rien au terrain, c'est de déclencher des sanctions sur l'Afrique. Parce qu'à ce moment-là, les Arabes ne les suivront pas, les Indiens ne les suivront pas, les Chinois ne les suivront pas, et ils vont se retrouver avec l'Europe. Les États-Unis peuvent s'en tirer davantage parce que ces gens-là, ils ont l'esprit, la tête à leurs intérêts. Ils ont un pays qui peut se développer en se passant de l'Europe et ils pourront nouer des partenariats stratégiques avec l'Afrique. Donc si les Européens aujourd'hui poussent les Africains à trouver leurs propres ressources de développement en étant coupés de l'asservissement qui est le leur actuellement, ça ne peut être que bénéfique pour l'Afrique. Alors, M. Thiam, que nous dit dans ce contexte la résistance malienne relativement à la France, lorsqu'on sait toutes les décisions courageuses, si ce n'est audacieuses, que le gouvernement de transition malien prend vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice qui vont jusqu'à un certain niveau. Certains en France estiment que c'est un manque de respect, c'est de la provocation. Est-ce que vous pensez que finalement, toute l'Afrique peut se libérer des chaînes qui la maintiennent jusqu'ici sous le joug des pouvoirs des puissances occidentales? Moi, je suis tristé, je suis attristé par le dévoiement des relations entre le Mali et la France. Parce que la France, pour nous, c'est 300 ans d'histoire. Nous, Sénégalais, par exemple, moi, je suis né français avant les indépendances, je suis né français. Et c'est difficile de dire aujourd'hui qu'on va tirer un trait sur nos relations avec la France. Ce n'est ni souhaitable et je crois que ce n'est pas possible non plus. C'est un problème de méthode. Moi, je crois que, et j'avais averti là-dessus, lorsque vous êtes dans le concert des nations, même un petit pays de 100 000 habitants doit être respecté comme le pays de 200 millions d'habitants. C'est ça les règles, c'est cela les règles du multilatéralisme. Mais lorsque vous avez des gens qui rentrent dans un pays comme on rentre dans une église, qui ont eu l'habitude d'être portés par nos grands-parents et qui se comportaient comme des rois, même s'ils se disent républicains, ils ont tendance à oublier que les dirigeants africains, les nouveaux dirigeants africains, ont tous à l'esprit de laver l'affront que nos anciens dirigeants ont subi et ils ne supportent plus que les dirigeants africains leur manquent de respect et de dignité en allant se coucher devant des petits maîtres. Et quand vous êtes dans une situation où vous voulez travailler avec un pays, vous devez lui montrer du respect. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont brandi les questions de sanctions. Ils ont entraîné la CEDEAO dans des sanctions qui sont illégales, illégitimes. Ils ont entraîné l'UEMOA dans une situation où maintenant, beaucoup de pays vont se poser la question de savoir est-ce qu'ils vont confier leurs réserves de change à une banque centrale qui peut leur faire du chantage du jour au lendemain. Donc, ils sont en train de créer une situation qui, c'est comme si on disait Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Ils sont en train de faire des choses qui font peur et pour lesquelles les Africains vont se préparer à rompre les liens d'asservissement et de vulnérabilité. Donc, en diplomatie, ce n'est pas intelligent. Mais vous savez une chose aussi, il n'y a pas de situation irréversible en diplomatie. Parfois, c'est important qu'on s'insulte, qu'on s'engueule, pour que chacun connaisse sa place, de manière à qu'on puisse s'asseoir et se discuter entre gens qui se respectent. Moi, je suis un dialecticien, je suis un pur martien, pas marxiste, mais pur martien, et je crois que de toute façon, la vérité et les sociétés avancent par contradictions surmontées. Ces contradictions, nous devions les vivre, et le plus tôt on les vit, le mieux c'est pour qu'on puisse faire éclater comment on appelle ça, les crises, et voir jusqu'où on peut aller chacun. Alors, vous avez eu une belle formule tout à l'heure lorsqu'on entamait cette émission. L'Afrique n'a pas à choisir son maître. Mais lorsque vous voyez, puisqu'on parle de la France et des conséquences de ses actions au Mali, lorsque vous voyez à côté, au Burkina Faso, par exemple, des jeunes qui descendent dans la rue et réclament la Russie et appellent au départ de la France, est-ce que finalement, on est toujours dans la même configuration. On a toujours besoin d'avoir voilà, une ombre tutélaire pour avancer. Est-ce que ce n'est pas aussi malheureux que la jeunesse africaine en soit encore à supplier l'arrivée sur nos territoires, dans nos pays, de puissances dont on pense qu'elles peuvent être plus bénéfiques pour nous que certaines? Disons que ce ne sont pas les rues, ce n'est pas la colère de la rue qui va diriger un pays. Mais c'est sûr que les dirigeants en tiennent compte. Ce que ça me dit, moi, modestement à mon niveau, ça veut simplement dire qu'il y a des éléments de frustration qui créent une perception négative et qui fait qu'on se dit, bon, tout sauf ce qui était là. Et malheureusement, des dirigeants sont obligés d'écouter cette voix-là parce qu'on ne peut pas gouverner contre son peuple. Que le peuple ait raison dans sa perception ou pas, on ne peut pas l'ignorer. Vous regardez même les gens qui dirigent en Occident, regardez les sondages. De ça, ces sondages grandeur nature. Ça veut simplement dire aujourd'hui que si l'Occident veut continuer à travailler avec les Africains, ce sera d'une autre manière. Et vous savez, je suis un preneur de risques. Déjà, en avril, le 22 avril 2003, quand j'étais à l'OCDE, j'avais donné une interview au journal Le Monde où je disais donc, il est temps que les Européens se réveillent s'ils ne veulent pas être mis en dehors de l'Afrique. Je parle de 2003. Nous sommes en 2022, ça fait 19 ans. Et si vous revisitez cette interview, j'avais donné tous les éléments qui montraient qu'on allait arriver dans une situation comme celle-là. Malheureusement, nous y sommes. Mais c'est le moment de dire que nous devons maintenant refonder un nouveau multilatéralisme qui est basé sur le respect des intérêts mutuels. Et moi, j'ai même proposé une approche là-dessus qui est le partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur. Parce que je crois en la civilisation de l'universel et je crois que nous avons un destin commun sur cette petite planète bleue où toutes les économies sont intégrées. Certaines moins bien que d'autres, mais intégrées quand même. Donc, nous devons être capables de nous respecter et de trouver des intérêts communs, parce que c'est l'intérêt commun qui fait que nous puissions cheminer ensemble. Alors, revenons un peu à la crise russo-ukrainienne. On parle des conséquences économiques qui découlent des sanctions infligées à la Russie et donc qui se manifestent par le renchérissement du coût de la vie qui flambe ici et là. Quel est le degré par lequel l'Afrique peut être impactée par cette crise véritablement? Mais l'Afrique est déjà impactée, M. Essomba, parce que, pour une raison simple, c'est que vous êtes dans un continent où il est beaucoup plus rentable d'importer que de produire. Ça veut dire que
nous avons par exemple des pays comme la RDC où vous avez des millions et des millions de terres arables. Vous avez dans certaines régions 2 saisons de pluie, mais personne ne cultive parce que les structures économiques ont été faites de telle manière qu'il était plus facile pour un commerçant d'importer, de vendre et de distribuer plutôt que d'aller dans l'industrie ou l'agriculture ou pour produire ou d'industrialiser même l'agriculture. Donc, nous allons être impactés partout, il y a des crises. Et aujourd'hui, des pays, des institutions comme le Fonds monétaire international vont devoir encore venir au secours de certains pays sur des questions d'appui budgétaire, aide à la balance des paiements et ainsi de suite. À la limite, donc, nous sommes toujours dans le cycle où n'importe quel choc nous rend encore plus vulnérables et ça justifie la présence d'institutions qui vont empêcher le développement parce qu'elles nous nourrissent à la cuillère. En fait, elles nourrissent nos administrations à la cuillère. Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, quand je tire les enseignements du Covid, quand je tire les enseignements de la crise ukrainienne, quand je tire les enseignements de la crise malienne, la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de dire dans chaque pays, on va lancer la refondation de l'économie en réunissant rapidement l'expertise qui est nécessaire pour le faire et utiliser les orientations de cette refondation économique-là pour même refléter ça dans nos constitutions et organiser la vie politique. Il ne faut pas attendre qu'un coup d'État vienne pour qu'on nous dise effectivement les institutions que vous avez sont des copier-coller des institutions coloniales. La constitution que vous avez, c'est copier-coller de la constitution du colonisateur. Il ne faut pas attendre qu'un coup d'État militaire vienne le faire. Il faudrait, dès le départ, nous-mêmes, que nous fassions cette autocritique, cette auto-refondation, y compris même dans les pays où le président est élu de manière régulière ou incontestable. Parce qu'il est évident que l'orientation que nous avons actuellement ne correspond pas aux attentes de nos populations. Malheureusement, cette orientation détermine aussi le type de coopération internationale que nous avons, le type de partenariat que nous avons. Et tous les jours, vous voyez des gens qui dénoncent le fait que les entreprises nationales ou les entrepreneurs nationaux dans nos pays sont ségrégés, sont discriminés au profit des entrepreneurs étrangers. Mais ça, c'est le modèle qui est hérité du modèle d'endettement qui fait qu'avec l'endettement, on nous lie les mains, on nous impose n'importe quel type de partenaire. Maintenant, si on ne fait pas ça, si on n'arrête pas ça, on risque d'avoir des crises sociales partout. Et à ce moment, je ne dis même pas qu'ils vont applaudir pour que des Russes arrivent, mais ils peuvent applaudir pour que n'importe quelle guérilla descende dans nos pays, n'importe quelle déstabilisation, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais on devra retourner au développement économique inclusif, fondé sur la transformation des ressources africaines, en partenariat gagnant-gagnant avec toutes sortes de partenariats, toutes sortes de partenaires avec lesquels on peut travailler. Il n'y a pas d'issue. Et le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Maintenant, si moi j'étais à la tête d'un pays, ce travail étant un travail qui produit des effets à long terme, je vais commencer à négocier des partenariats à court terme qui promettent ce genre de partenariat à moyen terme. Ce partenariat à court terme permettant de juguler immédiatement les effets de la crise ukrainienne sur mes économies. Je veux approfondir un peu la réflexion. On sait que les crises sont aussi des fenêtres d'opportunités. Est-ce que vous entrevoyez au travers de cette crise, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir pour nous, notamment africains? Vous avez commencé à élaborer là tout à l'heure, mais je voudrais que vous alliez un peu plus loin sur les opportunités qu'on pourrait saisir au travers de ce conflit. S'il y en a, bien sûr. Vous avez raison. Je vous donne un exemple. Si je pouvais conseiller un État aujourd'hui, je me dirais, nous avons deux problèmes, trois types de problèmes. Nous avons d'abord un problème d'urgence, c'est-à-dire il faut trouver les moyens d'arrêter les dégâts, qui sont d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter la hausse des prix, d'arrêter ceci, cela. Donc, je vais faire une task force pour regarder quels moyens il me faut dans l'immédiat. La deuxième chose est de dire maintenant, dans le même temps que ces équipes travaillent là-dessus, je me dis qu'est-ce qu'il faut à moyen terme? Quels sont les secteurs dans lesquels
je peux intervenir pour avoir des résultats beaucoup plus rapides qui rompent cette vulnérabilité verticale. Et troisièmement, maintenant, à moyen, à long terme, comment je peux travailler pour pouvoir créer de l'appétit pour des investisseurs de tous ordres à créer ce partenariat-là pour nous rendre moins vulnérables. Alors, c'est en ayant ces 3 sets d'objectifs que je poserai sur la table, même pour négocier le premier objectif, avec un nouveau partenariat. Par exemple, je peux avoir des investisseurs privés qui, en leur offrant des opportunités d'investissement sur des chaînes de valeur, peuvent avancer l'argent à l'État pour pouvoir agir au niveau de la gestion, par exemple, des pénuries ou des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas, de modèle, comme on appelle, qui soit une panacée. C'est le terrain, comme le disent les militaires, c'est le terrain qui dicte la stratégie. Alors aujourd'hui, je suis certain que de la même manière qu'on peut négocier avec des pays pour leur donner des ressources à transformer chez nous en échange d'infrastructures, nous pouvons aussi négocier des appuis budgétaires, mais le tout, c'est d'avoir une situation de transparence dans laquelle nous avons toute une stratégie qui fait que ce qui se fait à court terme est justifié par ce qui vient à moyen terme et à long terme. Mais malheureusement, c'est ce déficit de réflexion conceptuelle et stratégique dont nous avons besoin et que nos dirigeants ne sollicitent pas, parce que leur paradigme, c'était toujours de s'accrocher au pouvoir par la ruse, par la manipulation des constitutions. Donc, ils ont plus tendance à s'allier avec des roublards, des petits dribbleurs, des genres Boy Dakar, Boy machin, tout ce que vous voulez, alors qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ces gens dont nous avons besoin pour régler le problème. Parce qu'on ne pourra jamais tromper tout le monde, tout le temps, comme le disait Mao Zedong. Alors, on parle aussi beaucoup en ce moment de l'avènement d'un nouvel ordre mondial. C'est un terme un peu fumeux qui fait un peu peur, hein, il faut dire. Hein, mais c'est quoi déjà l'ordre mondial existant, l'actuel ordre mondial et le prochain à venir à définir, ce serait lequel? Et quelle est la place que l'Afrique peut avoir dans ce nouvel ordre mondial annoncé? Mais l'ordre mondial actuel, mon ami, c'est le désordre mondial. Vous avez vu tout le désordre qu'il y a. Ça va dans tous les sens. Il n'y a plus de grille de lecture. On n'arrive plus à voir dans quelle direction aller. Aujourd'hui, on prend une décision. Demain, on prend le contraire. Vous l'avez vu dans le cadre du Covid, où le mensonge d'État était devenu même une norme. Plus personne ne faisait attention parce que les gens étaient perdus. L'ordre mondial à construire est un ordre qui doit considérer que les ressources de la planète, où qu'elles puissent se situer, appartiennent à tous les enfants de la planète. Donc, nul ne peut dire que moi, je dois faire du développement au détriment de la fabrique, en faisant la fabrique de pauvreté chez l'autre. Donc, le fondement paradigmatique de base, ça doit être déjà ça. Éliminer tout ce qui peut fabriquer de la pauvreté chez son voisin vis-à-vis. Deuxièmement, dire que les institutions que nous avons créées, qui ont accompagné la globalisation, n'ont jamais compris la globalisation. Je vous donne un exemple. Quand vous allez à New York, vous êtes surpris, M. Essomba, de l'état de décrépitude des infrastructures. Les infrastructures sont détruites partout. Au même titre que l'infrastructure sanitaire en France et dans d'autres pays est détruite. Pourquoi? Parce que lorsque ces gens ont été dans le nouvel ordre mondial qu'ils ont construit, ont été conseillés par des lobbies qui leur ont demandé de faire de l'ultralibéralisme pour faire en sorte que n'importe qui puisse amener son argent n'importe où il pense qu'il peut employer des esclaves, les payer moins cher pour fabriquer des produits de haute valeur ajoutée et revenir les vendre en Occident et en Afrique, on a poussé des institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, ce qui est l'OMC aujourd'hui, à tout libéraliser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui avaient l'argent ont été reçus en Chine par un Deng Xiaoping qui a un État, qui a créé son État stratège et qui a créé des opportunités pour que Américains, Suisses, Allemands et tout ce que l'on veut viennent investir en Chine. Les Singapouriens ont fait la même chose, les Vietnamiens ont fait la même chose, les Indiens ont fait la même chose. Ce qui fait que même les semi-conducteurs
qui étaient fabriqués en Europe ont déplacé leur lieu de fabrication. Mais la conséquence immédiate pour un État, c'est quoi? C'est l'appauvrissement. Puisque l'État vit de quoi? De ses impôts. Mais les entreprises payent les impôts dans les pays où elles opèrent. Alors du coup, les États occidentaux ont commencé à s'appauvrir, ont commencé à s'endetter pour rencontrer la demande sociale. Mais c'est ça qui a démarré la fabrique de pauvreté parce qu'elles n'étaient plus capables, ces États-là n'étaient plus capables d'entretenir les infrastructures sanitaires. Et on a vu que le problème du Covid, c'était plus les places de lits dans les hôpitaux que la mortalité du virus. Ils n'ont plus d'infrastructures, ils n'ont plus d'infrastructures d'accueil industriel. Donc, ils se sont appauvris. Alors, parce que les institutions qu'on a créées ont commencé à fonctionner comme des robots. Il n'y avait plus de pensée, il n'y avait plus de diversité de la pensée, il n'y avait plus de stratégie. Alors, on doit se rendre compte aujourd'hui que la Chine s'est développée sur les ruines de l'ordre économique qui avait été créé pour les exploiter. Comme quoi, on peut rencontrer son destin sur le chemin qu'on a pris pour l'éviter. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Covid, vous avez entendu les Français dire on rapatrie nos chaînes de valeur, les Américains, mais ils rêvent. Parce qu'il y a la prégnance des structures économiques qui ont été créées. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui il faut refonder un nouveau multilatéralisme qui n'est plus géré par les institutions de la globalisation qui ont fini par faire du globalisme aveugle dans le cadre d'institutions robotisées où la pensée, la réflexion stratégique, la programmation et l'action sont absentes. Monsieur Thiam, est-ce qu'on peut craindre l'avènement d'une grande crise économique à l'échelle de la planète? Un, et puis deux, est-ce que l'Afrique a les ressorts pour absorber le choc d'une telle crise? Est-ce qu'on peut s'en sortir finalement? Parce que tout ce que vous décrivez là nous laisse à penser qu'on est en train d'aller vers quelque chose, peut-être, on connaît la Grande Dépression de 1929, mais là j'ai l'impression qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'encore plus fort à l'échelle du monde complètement. Vous avez raison, M. Essomba, vous avez parfaitement raison. En fait, vous répondez même à la question. Lorsque vous tissez une toile d'araignée qui est malsaine et qu'on tire sur des éléments, sur des fils de cette toile d'araignée, mais tout s'écroule. Mais ça s'est déjà écroulé depuis longtemps. Et le Covid n'a été qu'un accélérateur de pauvreté. Non, nous sommes déjà dans la crise économique mondiale. La crise fiduciaire de 2008 n'était pas une crise financière encore. C'était une crise de confiance entre des banques qui ne se faisaient plus confiance. Si vous prêtez votre argent, si par exemple, M. Osamba me dit j'ai 1 million à placer, et moi, banquier, je lui dis, écoutez, je peux vous placer ça à la Chase Manhattan de New York, avec un retour sur 3 mois, dès l'instant que la banque à qui vous prêtez l'argent ne fait plus confiance que son argent va revenir, la banque ne va pas pouvoir prêter. Or, le système les banques fonctionnent en se prêtant de l'argent. Donc, quand il y a eu la crise de confiance, les gens qui géraient cette crise n'ont pas compris que c'était une crise de confiance, ils ont pensé que c'était une crise de liquidité. Les lobbyistes ont poussé des gens comme Obama, comme Bush, à jeter l'argent dans les banques comme si c'est l'argent qui manquait, alors que c'est la confiance qui n'existait plus. S'ils avaient des situations de réflexion stratégique à caractère multilatéral, ils auraient dit, mais puisque c'est une question de confiance, on n'a qu'à créer un grand fonds d'assurance qui va assurer les prêts qu'on se prête les uns les autres. Et on aurait tout de suite arrêté la crise. Mais on a laissé, après c'est devenu une crise financière. La crise financière n'est toujours pas terminée parce que aujourd'hui, on est en train d'ajuster encore et d'ajuster encore. Ça, c'était la première alerte que les gens auraient dû tenir en compte. Ils n'ont pas tenu compte. Maintenant, un peu plus de 10 ans après, nous n'avons pas compris que les virus voyagent avec les marchandises. Elles sont sur les chaînes de valeur, elles sont sur les chaînes d'approvisionnement, sur les chaînes logistiques. Que de la manière dont l'économie est imbriquée un peu partout,
dès qu'il y a une crise quelque part, la crise se propage dans le système. Donc, ils n'ont même pas compris cela. Ils ont commencé à fermer des frontières au lieu de traquer les virus sur les chaînes de valeur. J'avais donné plusieurs interviews, dont une qui était connue avec le journal suisse Le Temps, où je disais, dans cette situation-là, c'est l'Afrique, ça peut être une chance pour l'Afrique. Parce que notre faible degré d'intégration économique à l'économie mondiale permettait de pouvoir limiter les appels d'air pour la propagation du virus sur les chaînes de valeur. Ça, c'est un. De deux, nous avons besoin de ressources et nous avons la possibilité de disponibiliser l'expertise qui est nécessaire à la transformation de ces ressources, la connaissance, et nous pouvons aussi, chaque fois que nous pouvons montrer des opportunités, trouver des investisseurs. Mais nous sommes toujours dans ce cas de figure-là, M. Essomba. Un gouvernement ne fait pas un pays. Un gouvernement, le public ne développe pas un pays avec des investissements publics. Il doit créer le cadre, il doit créer les plateformes de compétitivité et ces plateformes peuvent même être financées par des privés. Donc l'Afrique se trouve dans une situation de virginité en matière de contagion, ce qui nous ouvre toutes les perspectives en matière de développement. Donc si nous ne prenons pas peur, si ceux qui nous gouvernent ne tombent pas dans le schéma du chantage, à moins que leur sort dépende de ceux qui les protègent s'ils ont pillé leur pays. Et ça, c'est une autre histoire. Mais je crois toujours qu'il pourrait avoir une certaine forme de rédemption en changeant de casquette, en faisant amende honorable, en confessant qu'ils se sont trompés et en nous réunissant dans une situation de réconciliation nationale autour de nos objectifs. Je crois que si un gouvernement aujourd'hui décidait de dire, écoutez, nous nous sommes trompés, mais nous sommes prêts à inclure tout le monde dans la réflexion stratégique pour que le pardon sorte des opportunités que nous créons pour tout le monde. Je crois que de la même manière qu'on a applaudi des militaires prendre le pouvoir, on applaudirait des gouvernements qui auraient le courage de faire ça. Et aucun pouvoir occidental ne pourra renverser un gouvernement qui a le peuple avec lui, parce que le peuple est la plus grande armée de tout un continent. Alors, vous parlez beaucoup de Covid. On a vu un peu à l'étonnement de tout le monde d'ailleurs, hein, que l'Afrique a mieux résisté au Covid que le monde occidental. Et on ne comprend toujours pas pourquoi jusqu'ici. Peut-être l'Afrique résistera aussi tel mieux. Et je pense que c'est ce que vous semblez dire à l'instant, aux conséquences de cette crise qui est déjà là et qui est appelée à se densifier et se durcir davantage. Ah, je le crois, mais encore une fois, si ceux que nous dirigeons ont la modestie, la vista et la sagesse de comprendre que nous ne pouvons nous en sortir que par nous-mêmes, en nous appuyant sur nos forces, y compris nos ressources humaines. Parce que même dans votre propre pays, le Cameroun, il y a tellement de talents qui ont été écartés de l'action publique. Il y a tellement de génies créateurs dont on a privé des opportunités de développement, pour qui on n'a pas donné l'espace, que si simplement on devait s'asseoir et dire, OK, aujourd'hui, regardons simplement ce qu'on peut faire avec tout ça. Au lieu de prendre des communicants qui vous font vendre du vent, faire croire, parce que le gros problème que nous avons, c'est que nos dirigeants sont toujours dans la logique de communiquer avec leur maître. Ils ne communiquent pas avec le peuple. Quand ils font des meetings où ils prennent des bus qui remplissent de badauds, qui leur payent 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA pour aller dans les meetings, ce n'est pas au peuple qu'ils donnent le message. Ils donnent ce message-là aux Occidentaux pour leur faire croire qu'ils ont le peuple avec eux. Mais c'est ce qui a donné les réveils du Mali, ce qui a donné les réveils de Guinée, douloureux, ainsi de suite. Donc, il faut que ça cesse. Il faut que les dirigeants se rendent compte que leurs partenaires européens, américains, chinois, russes, ou tout ce que vous voulez, ne sont pas stupides. Ils ne continueront plus d'aller dans des situations où ils vont mettre tous leurs œufs
dans le même panier de dirigeants impopulaires qui, en étant balayés, vont voir leurs propres intérêts à long terme balayés sur le continent. Mais ça, il faudrait presque prendre un marteau et un burin, ouvrir la tête de certains dirigeants pour mettre ça dedans. Parce qu'ils sont toujours des autistes, ils sont toujours entourés de ce qu'ils appellent des techniciens, des tacticiens, et qui sont des petits escrocs à la petite semaine. Et je le dis haut et fort parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'ils sont en train de créer une situation dans laquelle nous pouvons tous sombrer. On a envie de vous demander, pour sortir, que faites-vous à Neuchâtel, dans la belle Suisse où vous êtes en ce moment, avec tout ce que vous développez comme belle idée pour notre continent? Pourquoi n'êtes-vous pas ici, dans nos pays, pour accompagner ces efforts souhaités par tous pour l'Afrique, pour une grande et belle Afrique digne de son destin et de son avenir et confiante en son devenir? Je viens de rentrer d'Afrique, chez Somba. Je suis resté pratiquement deux mois et demi absent de Suisse, en étant en Afrique. C'est pas beaucoup. En conscientisant des gens, en parlant avec des gens, et je suis en train de penser même créer des sortes d'universités virtuelles où on pourrait, par ce que j'appelle la subversion épistémologique, enseigner aux gens comment ils peuvent transformer les ressources de manière à empêcher à n'importe quel politicien de venir acheter leur vote pour 5 000 francs. Deuxièmement, j'accompagne autant que faire se peut des projets de développement industriel et je suis à la disposition de n'importe quel gouvernement, n'importe quel groupement du secteur privé pour les accompagner non seulement à identifier des projets, à développer des modèles de partenariat entre, par exemple, la Suisse et l'Afrique. Ça me tient beaucoup à cœur parce que je suis suisse, je suis sénégalais, mais je suis suisse aussi. Donc, et aujourd'hui, créer les ponts entre les deux continents est une chose. Et tous les jours, vous voyez, si vous allez regarder, tous les jours, je partage la connaissance gratuitement dans les réseaux. Les gens se disent même, mais vous devez vous faire payer pour cette consultation. Je dis, Dieu m'a assez donné pour que je puisse retourner l'ascenseur. Mais ce que vous devez comprendre, M. Essomba, c'est que vous ne pouvez pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Tant que des gouvernements considéreront que c'est plus important de leurrer leur peuple en faisant croire aux Occidentaux qu'ils les maîtrisent et alors qu'ils ne les maîtrisent pas, des gens comme moi n'auront jamais la possibilité de travailler avec ces gouvernements. Mais par contre, comme je l'ai dit dans une dernière émission avec Label TV, personne ne nous empêchera de faire la subversion par la connaissance positive, la subversion positive, pour ouvrir les esprits, éveiller les consciences et montrer aux Africains qu'ils peuvent maîtriser leur destin. Les gouvernements qui le comprennent, nous leur tendons la main. Ceux qui ne le comprendront pas verront la force de la connaissance, la force de l'éveil des consciences, balayer leur résistance et à ce moment, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes que d'avoir le destin de fruits mortes. Mais résolument quand même afro-optimiste, j'allais dire, afro-optimiste, résolument. Vous absolument, absolument. Absolument, M. Essomba. Le jour que j'ai décidé de prendre une retraite anticipée de la Banque mondiale, c'est parce que je m'étais dit que c'était le temps faible d'une dialectique maintenant. Je vais démarrer un autre temps fort, c'est-à-dire de m'occuper d'abord de ma santé, de préparer mes arrières, de créer mes filets de sécurité et d'aller maintenant à l'assaut du partenariat stratégique public-privé entre nos partenaires et les Africains pour essayer de construire l'Afrique. Et tant que Dieu me donnera un souffle de vie, le courage, je l'ai déjà parce qu'il a investi dans moi, j'irai jusqu'au bout et je me rends compte que tous les jours, le cercle des gens qui y croient s'agrandit et nous allons continuer de communiquer aux Africains la certitude de leur capacité de gérer leur destin, mais nous allons continuer de donner le signal aussi aux Européens, aux Américains, aux Chinois, à tout le monde, aux Russes aussi, que nous pouvons vivre dans un monde heureux en Afrique où le partenariat public-privé inclusif va permettre à toutes nos populations de profiter de ce que Dieu nous a donné. Très bien. Ça, vous pouvez être assuré pour ça. Merci infiniment, M. Papa Demba Thiam, pour ces 52 minutes que nous avons passées ensemble. Vous étiez en direct de Neuchâtel en Suisse, où vous résidez. Merci en tout cas de nous avoir accordé cette première interview sur Dash News. J'espère que nous aurons l'occasion
de vous avoir à nouveau, aussi souvent que l'actualité nous l'imposera. Monsieur Essomba, c'est moi qui vous remercie. Je ne m'étais jamais adressé à une télévision camerounaise. J'aurais aimé que ce que je vous ai livré avec passion et avec conviction puisse être discuté entre vous, puisse être critiqué, puisse être totalement démonté pour regarder qu'est-ce qui ne tient pas là-dedans. Et si on se rend compte que ça tient la route, je suis votre homme pour essayer de répondre à toute sollicitation qui permettrait de créer de la ressource de développement dans votre propre pays et en Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Papa Demba Thiam. Merci à vous surtout de nous avoir regardé encore ce mardi soir pour cette autre édition de l'invité de la rédaction. Nous étions donc en direct avec Monsieur Papa Demba Thiam, qui est internationaliste, ancien fonctionnaire international, économiste basé à Neuchâtel en Suisse, sénégalais d'origine, et avec lequel nous avons eu le privilège d'échanger sur la place de l'Afrique dans le conflit ukrainien. Merci encore, bonne suite de programme sur Dash News et à très bientôt sur nos antennes.